qu'il n'y a pas consensus. Il y a eu consensus. Il y a eu consensus. Les confessions religieuses, les délégués des confessions religieuses ont trouvé finalement un accord et ils ont jeté leur dévolu sur un candidat qui sera bientôt annoncé par l'Assemblée nationale du pays. Quand on va à une négociation, on a eu une position de départ, mais on est souple, on est disposé, en écoutant les autres, d'évoluer, de faire un pas vers la position des autres. C'est cela qu'on appelle consensus. Le consensus n'est pas selon l'entendement de monsieur, ce garçon, c'est qui, Cholet. Non, non. Le consensus, ce n'est pas selon l'entendement de Cholet. Il quitte chez lui, il dit, moi je vais dire aux délégués des confessions religieuses que j'ai mon candidat. Si vous l'acceptez, c'est le consensus. Si vous ne l'acceptez pas, c'est la crise. Ça, c'est... Il faut écouter un tel individu. Vous pensez que le consensus doit se définir comme ça? 8 délégués, les confessions religieuses, avec 8 délégués au total, ils s'accordent, 6 s'accordent autour de la candidature de quelqu'un. Un individu dit, non, le mien, si on accepte, c'est ça le consensus. Mais si on le refuse, c'est la crise. Les autres disent, non, nous nous sommes accordés, nous avons trouvé. Il dit, oui, mais on n'a pas conclu. Attends, tais-toi un peu. Conclure quoi? Parce que toi, ton candidat, il est comment? Extraterrestre. On doit apprendre à faire avec. Et d'ailleurs, ça aurait été son éminence de heureuse mémoire, Laurent Cardinal Monseigneur Passignan, il parlerait de consensus -2. Ah bon? Mais aujourd'hui, si vous accusez aujourd'hui la SANCO, est-ce que c'est le même... c'est la même chose avec les CC? Mal vos questions, nous n'accusons pas la SANCO. La SANCO n'est ni de loin ni de près concernée par cette affaire. Les délégués des confessions religieuses... Mais Chaud les représente quand même il ne représente rien du tout. Oh, moi, je suis catholique, il ne me représente pas. Il est là-bas, tout simplement parce que, rapporteur de la conférence des évêques, on a besoin d'envoyer quelqu'un là-bas, vas-y. Nous, moi, la catholique, je vous dis, il n'existe aucun mécanisme de concertation de l'Église avant d'aller d'éviter des hérésies là-bas. Aucun chrétien n'a été consulté. Chacun va avec sa position, telle qu'il se lève au lit là. Il se rencontre à 2, à 3, ils se disent, bon, cette fois-ci, on prend X. Eux là, ce n'est pas l'Église. C'est pourquoi j'insiste sur le terme délégué. Donc les gens qui sont là pour parler, c'est eux qui parlent, mais ils appartiennent aux confessions religieuses. C'est eux-mêmes qui se sont délégués là-bas. Voilà la vérité. Peu importe, parce que je vois que vous êtes un peu sous l'émotion. Hein. Pas sous l'émotion, je suis très satisfait comme tous les Congolais. Nous attendons maintenant la fumée blanche va s'évaporer à partir de l'hémicycle d'ici très peu de temps, quand son Excellence l'honorable président de l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. Le bateau pour sauver la République démocratique du Congo, appelé Union sacrée de la nation, va bientôt faire jaillir la fumée blanche de l'hémicycle. N'en déplaise aux chiens qui aboient, mais la caravane va avancer. Ok, on vous le concède. Mais revenons un peu sur de bonnes bases. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que non, la majorité de confessions religieuses ont désigné un candidat. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce qu'aujourd'hui, cette candidature ira à l'Assemblée nationale avec l'aval de qui? Parce que parmi les gens qui ont choisi l'unique candidat là, il y a manque du président de cette confession religieuse. Parce qu'il doit y avoir quand même une signature portant à la signature du président qui doit accompagner cette candidature. Mais au cas où il n'y a pas cette signature, est-ce que le président de l'Assemblée nationale va toujours accepter cette candidature venant de confession religieuse? Madame, nous sommes en démocratie. Dans le contexte démocratique, c'est la loi de la majorité qui l'emporte.
n'en déplaise au président. Il est président parce que ses pairs ont voulu qu'il le soit. C'est eux qui disent, nous ne voulons pas de ta position, nous évoluons dans telle direction. Alors, dis cela au président de l'Assemblée nationale. Il ne le dit pas, mais ils sont suffisamment majoritaires pour le dire eux-mêmes. Vous pensez que la majorité tient au titre d'un individu? Non. La majorité tient à l'expression du plus grand nombre. C'est ça le contexte démocratique. Vous pensez que la démocratie c'est quoi? Non. C'est la loi de la majorité. Ce n'est pas la loi du plus titré, du plus gradé, de celui qui a le plus de galons, de celui qui s'offre plus en spectacle, de celui qui prétend être l'incarnation de l'humanité. Ça, c'est pas la démocratie. Mais vous vous souviendrez qu'à l'époque de Mavunda, concernant le choix de Ronsard Malonda, le chef de l'État, toujours dans cette procédure, le chef de l'État dans le temps avait demandé à ce que, comme il n'y a pas consensus autour de cette candidat, allez vous concerter et trouver un consensus et revenez. Dans le cas de Ronsard Malonda, le consensus avait été brisé parce qu'il y avait 4-4. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le contexte a changé. Je sais que les nostalgiques des crises, ceux qui veulent entendre qu'il y a eu blocage, ça ne marche pas, je sais, et bien qu'en infime minorité, ils essayent de s'exprimer, c'est en démocratie, nous devons les écouter, mais cela ne change pas le contexte, que nous sommes devant le cas qu'il convient d'appeler, je ne saurais pas ressusciter son éminence Laurent Cardinal, Conseil Passigna, qu'il vienne vous dire qu'il y a consensus moins 2. La médiocrité ne peut pas comprendre ça. C'est la mauvaise foi. Je sais pertinemment bien qu'ils comprennent. Le contexte Ronsard était différent de l'actuel contexte. C'est vrai qu'on a mené les choses dans... Vous savez les instructions qui avaient été données pour désigner Ronsard Malonda. Si vous avez oublié, posez la question à son Excellence Monseigneur Sonny Kafuta Rockman, qui est passé devant les médias, qui a dénoncé ce qu'il convient d'appeler dans le français quinois, dans notre COP. On voulait l'entraîner dans ce que nous, à Kinshasa, on appelle COP. Lui nous a dit que c'était M. Ambongo Fridolin qui les a vus pour les supplier, dire faites tout pour que celui qui est de l'espace grand comme ça, il ne passe pas. Ça, c'était l'agenda de l'événement Ronsard Malonda. Maintenant qu'ils doivent trouver consensus, M. Cholet est venu, il a dit ouvertement devant les médias, moi je ne suis pas ici pour qu'on proclame les vrais résultats issus des urnes. Ah bon? Lui est là pour proclamer les résultats de l'alternance en 2023. Voilà sa mission à lui dans cette commission électorale. Lui est venu là-bas, pas pour qu'on proclame les résultats, on organise l'élection en toute transparence, qu'on proclame le vrai vainqueur. Non. Lui, son problème, c'est obtenir l'alternance en 2023. Pourtant, il n'appartient pas à une composante parti politique. Il ne va pas postuler, ni sa hiérarchie non plus. D'où lui vient cet intérêt, cette passion de vouloir se suicider s'il n'y a pas alternance en 2023. C'est comme ça que nous on dit à la population congolaise, nous devons prendre note. Cette fois-ci, le contexte a changé parce que Martin Fayoulou a commencé à appeler au boycott. Le peuple doit prendre note que le refrain du boycott a commencé maintenant. Comme ça, quand on va publier les résultats, que le camp de boycott ne vienne rien revendiquer. Ça, c'est clair. Le camp de la bande à Cholet crie déjà à l'alternance en 2023. Quand on publiera les résultats, les vrais, par l'expertise faite homme qui viennent
de choisir les délégués des confessions religieuses, que personne n'aille compatir au deuil de ceux-là qui préparent déjà leur deuil dès maintenant. Non, nous préparons la fête parce que convaincus que maintenant que le train des opérations électorales est sur les bons rails, la Commission électorale nationale indépendante réformée va faciliter la tâche pour qu'on sache d'abord qui a le droit d'être électeur, qui a le droit d'être éligible. Dans le panier, il y a entre autres la loi Noël Tchani qui peut venir renforcer, apporter son énergie aux analyses. Le contexte du désordre est terminé. Tu es Camerounais, tu es Camerounais. Tu es Italien, tu es Italien. Tu es Zambien, tu es Zambien. Tu es Centrafricain, tu es Centrafricain. Tu es Brazzavillois, tu es Brazzavillois. Tu es Congolais RDC, et alors sois-le à 100%. Comme ça, on saura qui peut être éligible, à quelle fonction, qui peut être électeur. Le contexte n'est plus à comparer avec l'épisode ridicule de Monsard Malonga. Aujourd'hui, vous êtes président de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Vous accompagnez également les actions du chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, parce que parmi les noms déjà plébiscités, on est en train de plébisciter le nom de Denis Kadima, qui prétend être le président de la centrale électorale. Mais au cas où il s'avérait vrai, est-ce que vous pensez que c'est toujours les Louba qui doivent prendre des postes des responsabilités au détriment des autres? Que vient chercher la tribu dans le débat? Parce qu'il y a certaines opinions qui déplorent que les institutions sont dominées toujours par un seul tribu. Oh, attendez, madame, vous dites quoi que... Je dis ceci, ouais. Au cas où, parce que jusque-là, le nom de la personne désignée n'est pas connu. Ouais. Mais dans le média, il se raconte que ça peut être vrai que le nom de Denis Kadima soit plébiscité comme président. Mais au cas où il s'avérait vrai, est-ce que c'est toujours un peuple ou bien un tribu qui doit commencer à assumer des postes de responsabilité, parce que certains déplorent que non, les institutions sont dominées seulement par un seul tribu? Merci beaucoup, madame. Je ne vous demande pas de me citer une autre institution animée par un fils du grand Kassaï, mais je vous dis à l'avance que depuis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est aux commandes du pays, la première fois qu'un fils du grand Kassaï a pris une institution, c'était la Cour constitutionnelle. Mais toutes les autres institutions, je peux vous rappeler pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons le gouvernement, nous avons les deux chambres du Parlement, nous avons les cours et tribunaux, nous avons la diplomatie, nous avons la Banque centrale, nous avons la commission économique, nous avons les institutions d'appui à la démocratie, cette affaire qui gère la presse. C'est ça. C'est ça. Nous avons cette histoire de quoi cette structure budgétivore qu'on devait supprimer depuis très longtemps, qui regorge beaucoup de chômeurs avec les... C'est ça. Cette histoire. Nous avons, entre autres, la CENI. Maintenant, madame, en âme et conscience, parce que c'est aussi le rôle des journalistes, de dire à l'opinion que sur l'ensemble des institutions que nous avons, le Grand Kassaï n'en gère que deux. Maintenant, l'affirmation gravissime que vous faites, on dit qu'il n'y a qu'une seule tribu. Alors, mettons-nous d'accord. Est-ce que
on a pris le volant de la CENI, on a confié à un coiffeur qui n'a que les ciseaux. On a mis ce monsieur-là, parce qu'il n'a pas de CV, il vient tout simplement du Kassai, on le met là. Non. Moi, j'avais pris le temps de lire un tout petit peu les CV de compétiteurs. Je ne sais pas si, madame, en votre qualité de journaliste, vous pouvez me dire quel est le CV au-dessus de celui de monsieur Denis Kadima. Je défie quiconque de me prouver qu'il y a un autre CV mieux disant que celui de Denis Kadima. Accepté dans la sous-région, accepté sur le continent, accepté au niveau du plus haut niveau des Nations Unies, et vous voulez le contester ici, là, ici, ici, ici. Et il y a un peu honte de certaines choses. Hein? Ce monsieur a un CV le plus meublé de tous les candidats. Je défie quiconque, vous êtes journaliste, dites-moi le contraire. Citez-moi un deuxième qui a un CV qui arrive à la cheville de celui-là. Au lieu d'applaudir, dire cette fois-ci, on n'a pas été induit en erreur par la consigne tribaliste de M. Ambongo lors de Ronsard Madonda. On a été objectif parce qu'on a pris la compétence faite homme, l'expertise approuvée sur le plan international. Et il se met au service de ce pays parce que fils du pays, non, on ne regarde plus à la méritocratie, on ne regarde plus à la compétence, on ne regarde plus aux atouts, on ne regarde plus à la richesse du CV. Non, non. On dit, bon, tout ça c'est bon, mais pourquoi il est kassaïen? Donc on pouvait mettre même un fou, pourvu qu'il ne soit pas kassaïen, ça passerait. Ne réduisez pas les Congolais à ce niveau d'appréciation. C'est ridicule. Et d'ailleurs, c'est tellement curieux que les délégués de confession religieuse ont fini par comprendre et ouvrir les yeux. Hein. Ils ne se laissent plus manipuler avec l'impressionnisme. Bravo d'abord à l'honorable Christophe Lutongola, qui nous a permis d'avoir maintenant une formule de CENI beaucoup plus équilibrée. Vous vous imaginez que des individus s'accaparent de la prérogative de désignation du président de la CENI comme si c'était leur chasse gardée. J'ai même entendu quelqu'un, comme s'il était mandaté par sa base, dire bon, nous, à nous seuls, nous représentons plus de la moitié de la population, les autres ne représentent rien. Tu ne représentes que ta propre personne. Parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Personne ne t'a envoyé là. Nous t'avons suivi. Mais comment tu peux parler comme ça et essayer de nous engager tous dans ton aventure? Comme si c'était à l'issue de concertation, on s'est réunis dans des différents cercles, et puis finalement c'est toi qui es sorti. S'il y a une confession qui ignore tout du processus démocratique, du processus électoral, c'est mon église. Parce que dans mon église, les gens deviennent des prêtres parce qu'ils ont été formés au séminaire et ordonnés. Les gens deviennent des curés parce qu'ils ont été nommés par l'évêque. Les gens deviennent les évêques parce qu'ils ont été nommés par Rome. Il y a des élections. Ou quelle est l'expérience électorale que nous avons à prendre aujourd'hui? C'est deux choses différentes. Hein. Ah, mais comment on vient parler on conteste l'expertise électorale? Sur base de quoi? De quelle expérience? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On doit se dire la vérité. On exagère parfois. C'est blessant. C'est blessant. Ne nous érigeons pas en donneurs de leçons. Je vais retrouver les chiffres exacts qui avaient été déployés comme mensonges lors de la publication de résultats de l'élection présidentielle de 2018. Un gros mensonge qui pèse sur mon église jusqu'aujourd'hui. Personne n'est venu contredire et personne ne s'est non plus excusé. On a menti qu'on avait des observateurs dans tous les bureaux.
alors qu'on n'atteignait même pas les 25%. Vous voyez un tel mensonge venir des hommes supposés montrer la voie aux autres. C'est ridicule. On peut apprendre à se taire parce qu'on jette le discrédit sur l'ensemble de l'Église alors que c'est l'affaire des individus qui se battent pour leur ventre. Non. Ici, nous sommes sur le terrain politique, on parle politique, on ne peut pas faire l'amalgame. Se servir, tu as choisi d'aller sur le terrain politique, oublie un peu la casquette de l'évangile. Parce que là, ça fait autre chose. Au niveau de l'évangile, on doit obéissance, on doit respect, on doit suivre, on s'agenouille pour obtenir l'absolution. Mais en politique, personne ne s'agenouille devant personne. Et ici, nous sommes sur le terrain politique. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu agitation de 6 confessions religieuses? Pourquoi, comme ils savaient qu'ils avaient la majorité, pourquoi ne pas attendre aujourd'hui et se concerter avec les autres, et au cas où ils n'arrivaient pas à s'attendre, ils pouvaient bien se prononcer. Ils avaient tout le temps devant eux. Merci beaucoup, madame. Attendre pour se concerter avec les autres, c'est ce qu'ils ont fait toute la journée. Non, c'était prévu qu'ils reviennent encore aujourd'hui au niveau de la SENCO pour terminer, conclure Qui avait prévu mais entre les confessions religieuses. Non. Dans leur organisation. Madame, ces délégués là, ce sont des hommes respectables, ce sont des responsables. Ne parlons pas d'eux comme si on parlait des enfants de la rue. Personne ne dit les contraires. Alors, ils ont passé toute la journée dans les négociations, à discuter sur les profils, à discuter, à analyser les CV, à écouter les candidats eux-mêmes. In fine, ils ont opéré le choix. Mais comme ce choix ne répondait pas aux attentes d'un individu qui voulait imposer son choix à lui, c'est celui-là qui dit qu'il n'y a pas de consensus. C'est l'insatisfait qui dit qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus quand on est bloqué. Et on n'a pas dégagé, une large majorité n'a pas approuvé une candidature donnée. On dit qu'il n'y a pas eu de consensus. Le consensus, c'est le fait de s'accorder autour d'une candidature. Ça n'a pas besoin de l'unanimité. N'allons pas confondre consensus et unanimité, madame. L'unanimité, ça veut dire que tout le monde doit être d'accord. Non, mais en 2006, tout le monde n'avait jamais été d'accord. En 2011, tout le monde n'avait jamais été d'accord. En 2018, tout le monde n'avait jamais... Pourquoi alors vouloir que cette fois-ci, il y ait non pas consensus, mais unanimité? On vous dit qu'il y a eu consensus. Celui qui pense à l'unanimité dit « Nous n'avons pas conclu ». Reste conclure, le bateau avance. Maintenant, nous tendons tout doucement vers la fin. Dites-nous, apparemment, c'est une guerre ouverte déjà avec les deux églises, l'église catholique et l'église protestante. Êtes-vous fort de terminer cette guerre? Attention, attention. Il n'y a pas d'église en guerre. Madame, j'insiste. Parce que vous vous rappelez que Cholet, avant cette promulgation, il avait dénoncé avoir la pression de politique derrière. Mensonge. C'est lui qui avait annoncé le nombre de bureaux. C'est lui qui avait annoncé le nombre des observateurs envoyés. Mais on a compris que c'était pour justifier l'argent reçu. Auprès de qui? Des corrupteurs. À quelle hauteur? Bon, je sais qu'il y avait des appareils de communication, il y avait de l'argent affecté. Parce que quand vous envoyez les observateurs, vous les prenez en charge. Ils ont leur collation journalière, ils ont le transport, ils doivent être rémunérés après, ils doivent être sécurisés, ils doivent communiquer. Et pour communiquer, il faut du crédit. C'est tout un budget, madame. Alors vous allez, vous, prendre des engagements, vous bouffez l'argent d'autrui et vous venez justifier ça au nom de l'Église. Niet, ça ne passe pas. Mais non, si cette fois-ci, on est allé contracter encore des engagements, on va faire passer tel, ainsi de suite, tel qu'on a vu les gens, tu prêches la parole de Dieu pendant 2 heures, personne ne bouge, tu vas en politique pour arracher les applaudissements. Nous, on dit, c'est tout sauf sérieux. Quand vous contractez des engagements, vous allez à gauche, à droite, vous dites, oui, cette fois-ci, on fait passer tel, nous allons solliciter le soutien de telle église. Non, on ne parle pas des églises. Nous parlons des membres des confessions religieuses
les membres des confessions religieuses ne sont pas des confessions religieuses. C'est différent. Les députés qui siègent dans l'hémicycle ou dans nos assemblées provinciales ont une large légitimité incontestable parce qu'ils sont l'émanation du choix du peuple. Tandis qu'ici, nous parlons d'un contexte où les individus s'autoproclament ceci, cela, ils se mettent eux-mêmes dans le rôle X, Y. Ça n'a rien à voir avec l'Église corps du Christ, qui, dans son harmonie, dégage un consensus sur tel ou tel autre. Jamais. Nous n'avons jamais élu les évêques. Les évêques nous sont proposés par le Saint-Siège, c'est tout. Les évêques ne consultent personne, c'est eux-mêmes qui désignent les curés. C'est tout, nous on les accepte. Et quand ils se retrouvent dans leur conférence, ils ont besoin de quelqu'un qui doit prendre note et tout. Ils prennent un garçon, ils le mettent là, commencent à prendre note. En quoi ça engage l'Église? Donc, la question de savoir si est-ce qu'on saura, parce que il n'y a pas de problème, ne mélangez pas. Vous verrez, madame, vous verrez que si on ose se rabattre sur l'Église, ça sera l'éclatement, ça sera quelque chose de très inattendu. Et moi, je vais d'ailleurs profiter de votre micro pour lancer un appel. En ma qualité du président du conseil d'administration du Grand Kasaï, nous allons donner une consigne pour sanctionner tous les prétendus hommes de Dieu qui affichent l'animosité contre les fils du Grand Kasaï. On censure toute une liturgie du début à la fin d'une solennelle messe comme celle de Monseigneur Monseigneur pour que rien de Tchouba ne filtre dedans. Et pourtant, comme madame, vous l'avez si bien affirmé, la majorité, que ce soit des pasteurs, que ce soit des prêtres, que ce soit des magistrats, des avocats, des médecins, de tout, c'est nous. Alors, fils et filles du Grand Kasaï, nous donnerons le mot d'ordre pour sanctionner ces gens avec 3 mois sans offrande du Grand Kasaï. Notre argent, nous allons le donner directement aux pauvres, aux nécessités sur la rue. Nous allons donner le mot d'ordre, comme ça, qu'on les mette sur le même diapason. Nous ne pouvons pas demander aux prêtres, nous savons que c'est difficile pour eux, parce qu'ils sont obligés d'obéir, mais nous, les fidèles laïcs, nous allons donner le mot d'ordre dans toutes les confessions religieuses, où on parle contre le Grand Kasaï, nous allons nous abstenir de donner l'offrande pendant 3 mois. Vous verrez comment ça va s'écrouler et on va bien comprendre c'est quoi une crise économique. Merci beaucoup madame, merci de m'avoir permis d'éclaircir la question et la différence entre les individus qui parlent là au nom des églises et les églises qui sont silencieuses, qui ne se prononcent pas.